Ce soir, je m'entretiens avec Lucie Laurier, qui est ma première invitée, ma dernière invitée. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Ce soir, j'ai de la misère avec les noms, avec premier, avec dernier. Je pense que j'ai un certain laxisme ce soir. Mais ce soir, Lucie, on parle de féminisme. Lucie, tu as longtemps cru, puis vu le féminisme comme un moteur de liberté puis de progrès. Mais à quel moment, au juste, cette certitude que tu avais a-t-elle commencé à s'effondrer en toi? Écoute, en constatant mon cheminement, moi, j'ai été vraiment un pur produit de la culture dans laquelle j'ai grandi, c'est-à-dire, tu sais, je veux dire, on le sait, depuis les années 60, le féminisme est vraiment une idéologie dominante qui a complètement renversé la société. Puis j'ai pensé, je trouve que j'ai vécu une vie vraiment, on va dire, totalement libre, dans le sens totalement formaté dans cet esprit, pas libre, mais formaté dans cet esprit que la liberté était de vivre une vie totalement autonome déjà, tu sais, autonome financièrement, qu'on avait besoin de personne, qu'on se créait soi-même. Et aussi, tu sais, j'ai quitté mes parents très tôt. Moi, j'ai travaillé très jeune et puis j'ai quitté mes parents à 14 ans, j'étais en appartement, puis j'ai eu mon fils jeune, puis j'ai vécu une vie quand même extrêmement féministe. Mais c'est quand j'ai fait c'est en vieillissant, c'est vrai que c'est en vieillissant, c'est avec l'expérience que tu réalises qu'on vit tous un peu un mensonge. On vit un mensonge. Ouais. Ce qu'on appelle aujourd'hui féministe progressiste, n'est-il pas en réalité une idéologie née de la lutte des classes marxistes déguisée en d'autres termes? Bien, écoute, tu sais, je pense que moi, la vérité, c'est que je pense qu'on est dans un monde post-féministe. Je pense qu'on est dans un monde, on vit, le féminisme vit ses dernières heures de gloire. On a encore plein de mascottes, c'est encore une lutte qui agite bien du monde. Puis, mais en réalité, pour moi, on a effacé la femme. La femme n'existe plus. Donc, on est effectivement, le progrès du féminisme a fait en sorte, je dis le progrès dans le sens qu'on est dans une progression constante depuis les Lumières. Et là, on est à l'aboutissement de ça où la femme devient complètement effacée. Donc oui, on a encore quelques mascottes féministes qui font croire que, le combat féminisme, c'est pour la libération de la femme. Mais on sait très bien qu'en fait, la femme a été totalement instrumentalisée, comme nous le sommes tous, comme les hommes le sont aussi. Et parce qu'on est dans un monde où la femme est effacée, on le voit très bien. Tu sais, je m'excuse, je réponds, je suis très, très nerveuse, mais c'est que... Non, ça va bien. C'est que oui, tu sais, si le marxisme est aussi d'aplanir, de rendre tout le monde, de rendre tout le monde égaux, on y est, la femme n'existe plus. Tu sais, moi, je trouve qu'elle n'existe plus. Je trouve que ce sont des revendications presque... on vit encore un petit peu de folklore parce qu'on est dans une société où la femme est effacée par les trans, par toute la culture de la pornographie, par toute la culture de... Je pense que c'est l'extinction des êtres humains. Là. Moi, je pense qu'on est vraiment dans ça, là, pour aller au transhumanisme. Mais bon, excuse-moi pour mon intro très brouillon. Non. Je vais atterrir. C'est parfait. Comment se fait-il aujourd'hui que le féminisme puise ses idées dans des mouvements qui sont extrêmement radicaux puis qui cherchent à déconstruire l'ordre établi? Parce que, tu sais, il y a comme un ordre établi. On parle de la famille, de l'autorité, on parle de la foi, puis on cherche à effacer les différences entre les sexes. Tu parlais d'effacement de la femme, mais de plus en plus aussi, on cherche à effacer l'homme à quelque part. Tu sais. Puis quand que les hommes ont tendance à reprendre leur autorité ou leur statut, on les traite de masculinistes. Tu sais, puis on est en train de donner des noms à des hommes qui font juste prendre leur place dans la société, puis on amène à ça une connotation aussi négative. Oui, écoute, oh mon Dieu. Parce que, inévitablement, ces mouvements-là cherchent carrément à déconstruire un certain ordre. La famille, l'autorité, la foi. D'où viennent ces courants révolutionnaires? Bien, le courant, OK, alors selon moi, mes recherches, puis je vais te dire, sais-tu quoi, que j'ai été
Tu sais, je t'ai dit oui pour l'entrevue, puis après, parce que c'est un sujet que j'ai tellement fouillé, que j'ai tellement lu, dont je me suis tellement révoltée. Puis je pense que je suis saturée d'infos. C'est pour ça que je te dis que c'est post-féministe, parce que l'ordre établi, tu sais, je veux dire, bon, alors, le féminisme, quand on étudie le féminisme, c'est une idéologie qui vient, entre autres, des Lumières. Les Lumières qui reniaient Dieu, tu vois, qui était vraiment comme un nouvel ordre social où, finalement, on évinçait Dieu de la société, où on voulait, c'était la raison et la vertu. Avec la raison, on allait pouvoir arriver à une vertu qui allait nous libérer. Bien, les premières féministes ont été extrêmement influencées par ce mouvement des Lumières. OK, qui était vraiment, finalement, la vérité, l'accomplissement de l'humain. On allait élever ce qui est la société en raisonnant et non plus avec des croyances, avec des superstitions. Ça allait, donc, en rejetant l'Église, c'était aussi... Ou certains les dogmes. Les contraintes. Hein, la liberté, c'était aussi, donc, éventuellement, avec les Lumières, ça a été aussi le libertinage, ça a été l'amour libre, ça a été... voilà. Une genre de fenêtre d'Overton qui s'est servi de ça pour pouvoir pousser la fenêtre à un autre niveau. Oui, fait que c'est en même temps aussi, c'est le même moment où la science est devenue vraiment sacrée, c'est-à-dire qu'on évince la foi, on évince et on remplace par la science, on remplace par la connaissance, comme si l'homme, tu sais, aussi l'humanisme, il y a eu l'humanisme de la Renaissance, puis après il y a l'humanisme des Lumières. Et après ça, tu sais, je pourrais dire, après ça, il y a l'existentialisme, bien, il y a la Révolution, il y a l'existentialisme. C'est toute une espèce de progression, quand on parle de progrès, de progression, mais qui fait quoi? Qui, en réalité, vient tuer le sacré, vient tuer, parce que l'existentialisme, tu sais, je suis vraiment, excuse-moi, parce que c'est tellement un fil conducteur, puis là, on y est. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas ce féminisme, on n'est pas, c'est parce qu'on s'en va vers le transhumanisme, et ça a commencé à ce moment-là, avec les... donc, l'ordre, qu'est-ce que c'est l'ordre? Tu sais, c'est, bon, l'homme, la femme, la famille, qu'est-ce qui était le noyau, qu'est-ce qui étaient les valeurs fondamentales? Bien, aujourd'hui, on ne les a plus. On est dans un monde très c'est-à-dire que toutes les libertés sont assouvies en ce moment. Ouais. Tu veux, on est dans une quête de plaisir constante. On est dans nos désirs sont gratifiés à l'instant, que ce soit par la porno, que ce soit par, tu sais, OnlyFans. Je veux dire, on est dans une culture aujourd'hui qui est complètement, qui dénigre tout le monde. Ouais. Ouais. Et je ne réponds pas à tes questions du tout. Je suis tellement, on voit que je parle plus. Ouais. Derrière la façade d'émancipation, est-ce qu'on n'a pas remplacé l'homme oppresseur par l'État tout-puissant? Complètement. Puis il y a un mot pour ça, justement, là je m'en souviens, c'est la bureaugamie. C'est-à-dire qu'il y a une expression, je ne me souviens plus qui est le gars qui a coined the term, bureaugamie, mais c'est justement, donc la femme avec enfant a délaissé le père pour l'État. L'État subvient et devient le Dieu qui subvient à tous ses besoins. Tu vois, tu sais? Donc, fait que voilà, je m'excuse. Comment t'expliques, Lucie, que le féminisme contemporain rejette non seulement la maternité et le couple stable, mais aussi toute forme de complémentarité entre les sexes? Parce qu'on n'est plus dans une complémentarité entre les sexes. Ouais. La femme, elle a ses fonctions. Elle n'est pas mieux, meilleure que l'homme. L'homme a ses fonctions. Ouais. Il y a comme ce va-et-vient-là complémentaire l'un à l'autre, puis on a aboli cette complémentarité-là pour l'emmener à une certaine égalité dans les sexes. Alors que la femme, elle a des fonctions bien différentes que l'homme, puis l'homme a des fonctions bien différentes de la femme. Oui. Bien, tout simplement parce qu'il faut qu'on soit dans un narcissisme complet. C'est le culte du soi. Et c'est aussi, comment je pourrais dire, oh, mon Dieu Seigneur, c'est vraiment... Est-ce que tu penses que le féminisme trahit les femmes elles-mêmes en les éloignant de leur essence féminine puis de leur voix naturelle? Bien, complètement. Bien, complètement.
Le féminisme est la femme. C'est une haine de la femme complète. C'est-à-dire que déjà, pour que le féminisme existe, puis c'est drôle parce que les premières féministes, elles sont extrêmement influencées par les hommes des Lumières. Et tu te poses la question, est-ce que ces idées-là viennent d'elles-mêmes? Tu sais, ce sont des idées masculines, en quelque part. C'est l'amour libre. D'ailleurs, le féminisme n'a jamais été un mouvement populaire. C'est absolument faux. C'est par la télévision, c'est à partir des années 60 où le féminisme est devenu quelque chose de mainstream. Même le droit de vote, c'était même pas 6 % des femmes qui le voulaient, là. Tu sais, donc, on a créé encore là un problème pour démanteler le noyau familial, parce que ce sont les valeurs de transmission, les valeurs non quantifiables que la femme représente. La femme donne naissance. C'est pour ça que la vie, il fallait que la femme participe à sa propre destruction, parce que c'est ça le féminisme. C'est vraiment... parce que la femme est très influençable. C'est un fait, c'est qu'on est biologiquement différents. Oui, mais en même temps, il y a un paradoxe, parce qu'elle est influençable, mais elle influence. Mais qu'est-ce qu'elle cherche, la femme, la féministe? Parce qu'il ne faut pas... Parce que moi, je pense que les femmes, intrinsèquement, elles ne sont pas féministes. Je pense que c'est un fait que les féministes, elles mettent la masculinité comme une idole. Ouais. Elles veulent devenir des hommes. Donc, effectivement, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des hommes. Nous devons aller travailler. Autant on féminise les hommes, tu sais, je comprends tout ça. Puis pourquoi est-ce qu'on oppose féminisme et masculinisme? C'est parce qu'il faut qu'il y ait une lutte. Mais qui, pour moi, ce sont des termes qui ne me parlent plus parce qu'on est encore à essayer d'identifier. On est hors de la pensée libre, justement. On est hors de comment est-ce qu'on s'apporte quelque chose. On est dans le marché. Tu sais, on a besoin d'une femme aujourd'hui, c'est une femme qui produit. Je veux dire, une femme qui est réalisée. Tu sais, les féministes, elles parlent toujours qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise, femmes, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, et comme si je me souviens, il y avait un tweet de l'ONU qui disait, tu sais, l'ONU, l'ONU veut lutter contre tu sais, veut aider les femmes et veut lutter contre le patriarcat, etc. Puis moi, j'avais écrit, c'était en anglais, là, tu sais... qu'il disait que ce monde dominé par les hommes, nous devons abolir cette société dominée par les hommes. Et la vérité, c'est que la société n'a jamais été dirigée par les hommes. Elle a toujours été dirigée par une élite qui cherchait à servir absolument tous, hommes et femmes. Puis autant le masculinisme, je trouve ça, tu sais, c'est encore une étiquette qu'on donne parce que tout le monde cherche sa place. Je ne trouve pas que le masculinisme est la réponse, parce que c'est caricatural. Le féminisme n'est absolument pas la réponse. Absolument. Puis, quel est le but final? C'est de nous, je ne veux pas dire déshumaniser, mais vraiment d'enlever notre valeur intrinsèque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'avortement est tellement... l'avortement, c'est sacré. Tu ne peux pas, on le sait. Maintenant, un hôtel va refuser des pro-vie, alors que le féminisme devait libérer. Bien, les femmes, on voit qu'elles sont incroyablement contrôlantes. On s'entend que c'est pas les femmes, je m'excuse, c'est les lobbies, là, les lobbies féminisme, puis parce que moi, je veux dire, c'est la femme qui donne naissance, qui porte la vie, qui est toute notre essence. Puis pourquoi je reviens à l'existentialisme, c'est que l'existentialisme dit que nous n'avons pas une essence innée. On ne naît pas, c'est pour ça que Simone de Beauvoir dit on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire que l'existentialisme, qui a vraiment totalement influencé le féminisme, là, le second wave feminism, bien, c'est que l'humain, lui, Jean-Paul Sartre disait que l'humain n'avait pas une valeur, n'avait pas une identité intrinsèque. On n'a pas une nature humaine. On n'en a pas. On existe et on devient ce qu'on veut. C'est pour ça qu'elle a dit, on ne naît pas femme, on le devient. Puis d'ailleurs, quand on regarde le cas de Simone de Beauvoir, qui a vraiment influencé, et ça que toutes les féministes taisent tout le temps, Simone de Beauvoir a été une femme qui détestait profondément son statut de femme. Elle idolâtrait Jean-Paul Sartre.
Et elle a voulu, finalement, elle a adhéré à ce mouvement que lui a créé. Moi, je trouve en même temps, elle est touchante parce que tu vois une femme paumée. Moi, je trouve que c'est sur des gens paumés. Mais qui... tout ce qui est la théorie du genre vient de Simone. Ça ne vient pas d'elle, mais cette phrase « on ne naît pas femme, on le devient », bien, c'est aussi le fait qu'on peut se créer soi-même. Ça, c'est du satanisme. C'est du luciférianisme, en quelque part, d'être son propre Dieu. Et féminisme, masculinisme, on devient notre propre Dieu. C'est pas ça. Je trouve ça fascinant, Lucie, de t'entendre parce que il y a comme des liens que je peux faire. Il y a des mouvements. Tu parlais du mouvement la science qui a enlevé Dieu. On a voulu enlever Dieu, on a voulu remplacer ça par la science. On a voulu enlever à la femme ce qu'elle avait déjà, puis on a remplacé ça par du féminisme, puis l'égalité des sexes, puis on veut enlever à l'homme sa masculinité, puis on veut remplacer ça aujourd'hui par autre chose. Puis dans l'équation de tout ce que tu dis, il y a juste quelque chose qui me vient en tête, puis c'est la notion de Dieu. Dès que tu enlèves Dieu de l'équation, tu crées un vide, un débalancement dans la société, dans nos gouvernements, puis dans la vie de chaque individu qui habite sur la planète Terre. On a tous un vide à l'intérieur de nous, puis ce vide-là, on cherche à le combler de différentes façons. Tantôt, ça va être pour une femme, ça peut être le féminisme, pour un homme, ça va être le masculinisme, pour les gouvernements, ça va être par un autoritarisme ou un totalitarisme. Mais dès que tu remplis ce vide-là dans ton cœur que tu as par Dieu, il y a comme une balance qui revient. Et la femme prend la place qu'elle devrait avoir depuis la création puis depuis la fondation du monde. L'homme reprend sa place, puis il y a comme l'équilibre qui revient. Puis si on vit un déséquilibre aujourd'hui désaxé, c'est parce qu'on est en train de plonger dans un laïcisme, puis dans un paquet de ismes dans notre société qui amène ce mal de vivre-là qu'on cherche à combler par un paquet de choses. Puis ces choses-là la source de ces choses-là est principalement, je dirais, comme tu l'as dit, satanique ou démoniaque. Parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer ce que Dieu peut donner. Oui, puis d'ailleurs, je dis ça, puis je ne sors pas ça comme ça. C'est vraiment des études qui ont... c'est pas des études, ce sont des livres que j'ai lus qui parlent vraiment du satanisme. Le mouvement féminisme, dès le tout début, est vraiment influencé par des mouvements gnostiques, païens. Aux États-Unis, toutes les bostoniennes, ce qu'on pensait qu'étaient les féministes, les premières féministes qu'on croyait qu'elles étaient légitimes, etc., qui sont toujours, d'ailleurs, dans la suite des choses, financées par les grosses entreprises, etc., ou par des milliardaires, ou par des... il y a 2 livres, moi, que je conseille, en tout cas, qui s'appellent « The End of Woman » de Carrie Gress, qui parle vraiment de toutes les racines occulte du mouvement féminisme. Et un autre livre, The Occult Story of Feminism, quelque chose comme ça, de Rachel Wilson. Qui sont et Per Faxnell aussi a écrit. Per Faxnell, c'est un gros livre énorme qui parle de toutes les racines, vraiment, tu sais, comme Lucifer comme étant le porteur de lumière du féminisme. Et ça, bon, ben les lumières. Et ce sont des livres à lire qui sont incroyablement... dérangeants et en même temps qui viennent vraiment confirmer tout ce que l'on ressent. Puis moi, je veux dire, voilà, je pense que c'est... Est-ce que tu dirais que le féminisme a contribué à la fracture des familles puis de la crise de l'autorité parentale? Bien, complètement. Mais c'est tu sais, ce qui est difficile, la raison, ce qui est difficile, je trouve, c'est qu'on est tous influencés par une culture. Hein? La télé, les films, on le voit en ce moment, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on cherche, bien, c'est Google qui va sélectionner ce qu'on va pouvoir trouver comme information. Tu sais, je cherchais justement la fameuse citation de Simone de Beauvoir tout à l'heure qu'on voit en vidéo sur YouTube. On l'a vraiment, là, où est-ce qu'elle dit carrément « Une femme ne devrait pas avoir le droit de rester à la maison et d'élever des enfants ». Je paraphrase. Ça devrait lui être interdit, car si on l'autorise, elles vont le choisir. Elles vont faire ce choix. Donc, il y a vraiment une haine de la maternité. Et qu'est-ce que c'est? C'est la vie, une haine de la vie. On ne peut pas, aujourd'hui, tu sais, Simone de Beauvoir, qui a appuyé les communistes, qui
tu sais, je veux dire, qui a appuyé un pédophile, qui était une rabatteuse. Simone de Beauvoir, c'était une rabatteuse pour Jean-Paul Sartre. Elle séduisait ces petites étudiantes et puis elle les ramenait à Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre couchait avec elle, il en avait fini, il les déflorait la plupart du temps. Et après, elle les reprenait. Elle s'est d'ailleurs fait mettre à la porte. Puis ça, les féministes n'en parlent pas. Tu sais, l'homme, je veux dire, aujourd'hui, si un homme est soupçonné, il est tout de suite coupable. Mais quand une féministe ou une intellectuelle fait des choses épouvantables comme ça, on n'en parle pas. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a au cœur de ça? Bien, il y a une haine de la vie, de ce qui est sacré, de ce qui est beau, de la grâce, de la beauté. Tu sais, on le voit, la femme. Dieu. Moi, je vois la femme et les hommes. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que moi, quand j'étais féministe, on va dire, on vit notre vie, on grandit dans une société qu'on ne prédit pas, OK? Je veux dire, on souffre aussi. Il y a quelque chose qui cloche, mais est-ce qu'on peut mettre les mots sur ce qui cloche, tu sais? Et je trouve que les féministes demandent une attention constante. C'est comme une carence narcissique. Tu sais, c'est pour ça que je dis qu'elles vivent leurs dernières heures, parce que de toute façon, elles ne pourront pas perdurer dans ce combat-là. Tu sais, je veux dire, quand tu vois des féministes qui vont, par exemple, moi, je pense juste à, disons, Manon Massé, Manon Massé, oui, à Québec solidaire, que sa grande victoire, c'était d'oser porter la moustache, par exemple. Tu sais, elle est donc une femme incroyable, une femme forte, car elle porte la moustache. Tu sais, et en même temps, tu fais en quoi ça vient parler aux défis quotidiens des gens. Tu sais, ce sont des crises qui ont été créées de toutes pièces. Ouais. Quand même, ouais. Pour répondre à... Tu parles de livres. Moi, il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui s'intitule « Le choc des générations ». Et cet homme-là était devenu donner une conférence alors que j'étais directeur de compte dans une entreprise. Puis j'avais assisté à sa conférence, puis il avait parlé du choc de génération. J'ai acheté le livre, j'ai lu le livre, puis il parlait du retour du balancier. Tu sais, il y a eu la génération tranquille, après ça, il y a eu les boomers, après ça, il y a eu la génération X, puis millennial, puis tout ça. Puis il disait, lui, dans son analyse sociétale, qu'il y a comme un retour au balancier. La génération de nos enfants vont s'apparenter un peu plus à la génération tranquille. Puis on revient, puis on fait un cycle. Oui. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une jeune génération qui pousse, qui, ces étiquettes-là, les interpellent pas. Le féminisme ne les interpelle pas, le masculinisme ne les interpelle pas. Il y a comme un retour où la femme elle est femme, l'homme est l'homme, ils savent qu'ils sont complémentaires. Il y a comme un genre de retour dans les jeunes qui se vit présentement, qui ne se vivait pas, par exemple, du temps de nos générations à nous. Puis je trouvais ça super intéressant. Mais tu sais quoi? Mais il y a un truc, par contre, tu vois, aujourd'hui, je vois, par exemple, chez les jeunes, les chirurgies esthétiques, là. Ouais. OK? On parle des jeunes filles, là, aujourd'hui. C'est incroyable. On voit des filles de 20 ans complètement shootées de partout. Tu sais, puis on voit vraiment une ingénierie sociale. Je dis ça parce que certaines de ces filles-là ne se disent pas féministes, mais tu les vois, tu sais, vraiment. Donc, il y a un mal-être incroyable. Oh oui, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est que les gens, en général, ne se sentent pas assez. Et chaque personne est dévalorisée. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus aucun problème à dévaloriser l'enfant à naître parce qu'on est dans une société où on est devenu vraiment une marchandise. Oui, puis on chaque personne, c'est avec quoi je peux me vendre. J'ai, en quelque part, participé à ça. Mais bon, moi, je ne le voyais pas vraiment comme ça. Mais je veux dire que je sens qu'il y a une profonde solitude, une profonde crise. Tu sais, même chez celles qui, parfois, je vois par exemple des trad wives qui sont complètement refaites, qui sont complètement... Puis en quelque part, c'est quelque chose qui va être incapable, ça va être impossible de tenir. Tu sais, moi, j'ai 50 ans aujourd'hui et écoute, j'ai jamais été aussi... Ça paraît pas parce que je cherche mes mots ce soir, mes idées sont pas claires du tout, là. Peut-être parce que je parle pas avec assez de gens, puis je suis trop dans mes lectures, justement, puis là, je formule plus mes phrases très clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que je le dis et je le répète, on a fait croire à la femme que de ne pas avoir d'enfant, d'avoir un travail, ça, c'était l'émancipation. On s'entend qu'en réalité,
ça sert la cause du grand capital. On va dire, puis je suis pas contre le capital, je suis pas contre, tu sais, je veux dire, tout ça pour moi, c'est vraiment, mais on est devenu asservi au travail, il y a un basculement extrêmement des domestiqué, OK? Ouais. Mais aujourd'hui, alors que les filles sont hyper sexualisées, puis moi, j'ai participé à ça, là, puis c'est normal, parce qu'on se cherche. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile d'avoir des valeurs chrétiennes aujourd'hui quand personne n'incarne vraiment. C'est vrai que le monde est injuste pour les femmes. Et c'est vrai qu'il l'est pour les hommes aussi. Tu sais, quand je dis que les femmes, elles disent que... Parce que tout le monde est dévalorisé, mais à un point tel, parce qu'on est l'humain, on est la communication, on est le rapport entre les gens. On l'a bien vu, les femmes, là, elles sont extrêmement accros au pouvoir. C'est-à-dire que quand elles ne se... C'est un trait féminin qu'on doit... On l'a vu pendant la pandémie. Tu sais, je veux dire, elle demandait plus de mesures, elle demandait à l'État, elle demande sans cesse à l'État de les défendre. La bureaugamie encore, là, mais je veux dire, c'est vraiment, elles sont celles qui ont besoin de protection. Donc, elles veulent plus d'un homme qui va les contrôler, soi-disant. Moi, je pense qu'elles en crèvent d'envie d'avoir un homme, pas qui les contrôle, mais qui les soutienne. Je pense que c'est ça, on a besoin de se soutenir dans la vie. Ces étiquettes-là, puis que les femmes acceptent d'être de participer à cette étiquette. Je suis féministe. Pourquoi je me disais je suis féministe? Je ne suis pas le féministe, je suis Lucie. Est-ce que je peux vivre ma vie? Si on est libre, on vit sa vie selon ses convictions qui en réalité, bon là, ça va faire... la vérité, elle existe. Puis c'est vrai, tu sais, moi j'ai la foi. Et c'est vrai que c'est indéniable que le plan originel, Dieu nous a créés, hommes et femmes, parce que c'est un concept, je vais le dire comme ça, c'est un concept de vie. On procrée, c'est réel. Ouais. Que tu regardes la nature, tu es dans ton jardin, tu vois une semence, c'est pour ça que ça ne se peut pas, l'existentialisme. Tout simplement, en étant dans le jardin, tu comprends qu'il a tort. Il a tort, Jean-Paul Sartre, parce qu'une semence, une mini-semence, dans toute son entièreté, elle a toute l'entièreté de sa vie. Et une plante, là, je dis ça parce que pour moi, tout est relié. Tu mets une semence dans la terre, tu l'arroses, elle va devenir un plant de courgette. Quel est le but du plant de courgette? C'est de faire des semences à l'intérieur de son fruit pour pouvoir faire d'autres courgettes. Le plan de Dieu, il est pour la vie. Ouais. C'est la vie, c'est la vérité. Quand il dit « je suis le... » c'est réel. Et l'homme et la femme ensemble créent la vie. C'est un miracle de porter un enfant. Et ça, la femme qui prenait soin de l'enfant, qui mettait... Tu sais, je veux dire, c'est très, très grave. Puis certaines des premières féministes ont vécu des vies terribles. Effectivement, la première, je pense à une des premières, Mary Wollstonecraft, là, qui, elle, a été avec un homme qui... Bien, son père battait sa mère, etc. Bon, donc, c'est vrai qu'aussi, quand on est dans une vie imparfaite, quand ton père bat sa mère, quand ta mère, bien, c'est évident que... Ouais. Tu sais, je veux dire, on est tous avec un truc où on essaie de trouver des moyens de se défendre dans le monde profondément imparfait dans lequel on vit et dans un monde mortifère. Ouais. Mortifère. Oui. C'est vrai ce que tu dis parce que, à quelque part, l'humain a été créé à l'image de Dieu. Oui. Puis, tu sais, on le dit souvent ici dans des conclusions quand je termine l'émission. S'il y a un Dieu, il y a véritablement aussi un diable, tu sais, qui existe. Il y a le bien, le mal, il y a Dieu, il y a Satan, l'adversaire, le diable. Et ces choses-là existent. Fait que si l'humain a été créé à l'image de Dieu, le diable ne pourra jamais s'en prendre à Dieu. Alors, la chose qu'il va attaquer, c'est l'humain qui est créé à l'image de Dieu pour essayer de s'en prendre à Dieu. Donc, en s'en prenant à l'humain, il va l'attaquer, il va essayer de renverser justement ce que tu parlais, un homme, une femme pour créer. Il va essayer de pervertir la création de Dieu pour l'amener à se détourner justement de son Créateur. Et je trouve ça tellement vrai dans ce que tu dis puis dans ce que tu apportes par rapport à la conception. Le concept de Dieu était la vie. Et pourquoi qu'aujourd'hui, on fait la promotion de la mort à ce point? On va faire la promotion de l'avortement. On va aduler des gens qui vont se lever contre l'avortement, les féministes qui vont se lever
contre l'avortement. On va aduler les gens qui vont passer par l'euthanasie, puis on va promouvoir l'euthanasie, mais quelqu'un qui va se lever debout pour défendre la vie aujourd'hui, on le condamne, on le persécute, on le martyrise, on lui crie des noms, on va tout faire pour rendre sa vie misérable, on va couper ses subventions, on va l'isoler, puis c'est comme ça qu'on va agir. Pourtant, quelqu'un de bien sensé devrait être en accord avec des gens qui vont se lever pour défendre la vie puis qui vont condamner la mort. Mais aujourd'hui, on est rendu que le mal est rendu bien, le bien est rendu mal. On condamne la vie puis on louange puis on approbe, on a des gestes d'approbation pour ce qui est en lien avec la mort. Puis tu vois, tout ce débalancement-là, je crois, moi, personnellement, que le féminisme est à la solde de bien des maux de notre société aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui va avec, qui est tellement beau avec, puis je veux peser mes mots, mais il y a quelque chose qui est tellement beau avec la femme qui était au foyer. Moi j'ai grandi avec une mère qui était au foyer. Ma mère, on allait dîner des fois à la maison quand j'étais très, très jeune. Elle était au foyer, elle prenait soin de son foyer, elle inculquait. Ma mère, c'est une femme de prière, elle priait pour sa famille. On avait nos lunchs, elle faisait le lunch à mon père, elle prenait soin de mon papa. Puis je dis pas que c'est mal que la femme soit au travail aujourd'hui, mais il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose que la femme au foyer transmet à ses enfants que l'homme ne peut pas nécessairement transmettre. Puis ça, on est venu pervertir ça aujourd'hui dans notre société. Bien, complètement. Puis c'est... En fait, on tue tout ce qui est beau, tout ce qui est pas quantifiable, tout ce qui est... Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je trouve qu'il est tellement important, tu sais, Seigneur, je veux dire, il est important aujourd'hui d'avoir le courage de s'opposer, mais s'opposer en voulant dire, en étant en paix. Moi, je suis en paix de ne plus adhérer à cette société, de ne plus adhérer à ce courant de pensée. La vraie liberté, c'est de dire non, ce n'est pas libérateur de défendre la mort. Je veux dire de défendre le meurtre. Non, ce n'est pas libérateur. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que ça libère, par exemple, l'avortement? Ça va nous entraver une carrière, ça va entraver le travail. Non. Se donner à l'autre, ça nous libère. Se donner, parce que c'est la notion, on a une notion de sacrifice aujourd'hui. Tu sais, on n'arrête pas de faire du sacrifice humain. L'avortement, c'est du sacrifice humain. Absolument. L'aide médicale à mourir, soi-disant, bien, c'est un sacrifice humain. Absolument. Ce n'est pas de l'euthanasie, ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, alors qu'on a un tel besoin de vivre. C'est pour ça que, oui, je suis décousue ce soir, puis étonnamment, OK, j'étais super nerveuse, mais étonnamment, c'est pas grave. Pour moi, tu sais, je ne vais pas devenir, même si j'ai... Parce que j'espère que les gens vont percevoir qu'il est important de défendre la vie. Il est important de défendre la vérité, mais la vérité... Puis oui, je vais faire mon évangéliste ou lisez la Bible, effectivement, parce que personne ne la connaît. OK? Puis personne ne connaît cette philosophie-là. Puis moi, quand je les ai lus, les philosophes, et les philosophes, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent des petits bouts de la Bible, puis ils font semblant que c'est eux qui ont pensé à certains bons concepts. Mais ils rejettent tous ceux qui leur demandent une responsabilité. Même si, on va dire justement, Jean-Paul Sartre parle de responsabilité. Mais l'idée est que le vrai sacrifice, pourquoi est-ce qu'on parle de l'amour, puis pourquoi est-ce que, moi je me dis, comment est-ce que les gens qui défendent, parce que là, on est en train d'en vouloir aux gens qui défendent la vie. Moi, en quelque part, ça me fait... Oui, c'est libérateur. On est devant des gens comme ça, là. Je vois des démons. Non, mais tu comprends ce que je veux dire par là. Je vois un esprit démoniaque, un esprit de mort qui en veut à l'être le plus fragile qu'il n'y a pas. Tu sais, il fallait que la femme qui a un instinct maternel, puis tu sais, je veux dire, il y a des campagnes, comme il y a eu des campagnes de publicité comme quoi le féminisme était donc criant, parce que ça n'a jamais été un besoin. Les femmes n'ont jamais réclamé le féminisme. Puis ça, c'est historiquement bien répertorié. Les femmes n'ont jamais demandé le féminisme. C'est certaines femmes qui avaient un culte de l'homme, honnêtement, qui avaient un culte de l'homme, qui voulait être une reconnaissance, qui voulait énormément de bourgeois, je m'excuse de dire ça, mais qui avaient besoin de briller en société, qui ont une haine intrinsèque de la femme, du corps de la femme. Simone de Beauvoir, elle parle des sécrétions de la femme, tout de la femme la dégoûte.
Donc, c'est quand même quelque chose. Puis aujourd'hui, je trouve que malgré tout, même si on vit dans une société où les femmes doivent être libérées, on voit que les femmes encore se détestent, je trouve. Elles se mutilent. Tu sais, je vois une vidéo de Judith Butler qui écrivait Gender Trouble, qui est une des grandes précurseurs de la théorie du genre, là, OK, de queer théorie, là, puis qui disait, puis là, elle gonflait à bloc, là, parce que ses livres ont été traduits dans 29 langues, puis, tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est un truc dominant en ce moment-là. Là, c'est pour ça que, tu sais, elles sont toujours très proches du pouvoir. Pourquoi est-ce que le Canada finance les parties de drag queen puis les trucs? C'est parce que c'est important que les gens ne se retrouvent plus. Bien, elle dit, je trouve que c'est extrêmement révélateur parce que je regarde une vidéo hier où elle dit « C'était très important de réinventer la réalité. » Tu sais, en se réappropriant un genre. Et je fais « Oui, c'est ça le féminisme et c'est ça le queer theory. » Puis c'est ne pas être capable de faire face à la réalité. Ouais. C'est vouloir se l'approprier et en faire. Donc, on est encore dans un narcissisme incroyable. Je vais faire semblant que la réalité, je ne la vois pas et je vais me l'approprier. Pourquoi? Parce que je veux être mon propre Dieu, etc. Mais je veux dire, tu comprends, il y a un déni de réalité. Ouais. On le voit. Puis je reviens encore avec la chirurgie esthétique, mais tu sais, on voit les filles gonflées à bloc, là, okay, puis que je trouve belle. Je veux dire, c'est triste. Mais on s'entend qu'elles ressemblent, moi je suis persuadée que c'est voulu, les visages extrêmement remplis d'acide hyaluronique et tout ça commencent à ressembler à des drag queens. Pas des drag queens, mais des trans. Ouais. Des traits, tout ce qui était féminin, on commence à le dénaturer aussi vraiment, là, non seulement... Et puis la fameuse Judith Butler qui parlait vivre dans son corps comme on le veut, c'est se libérer. Puis tu sais, on parle de... Donc, faire enlever ses seins, on parle de mutilation. La mutilation est devenue une libération. T'imagines? Puis, et ces femmes-là disent qu'accoucher, tu sais, c'est un esclavage et c'est un acte de torture. Puis tu fais, OK, les femmes, tu sais, je veux dire, on est rendu... Et je trouve que c'est criant que la femme est quand même, je vais dire, faible. Elle a une vulnérabilité, la femme. Elle a une vulnérabilité et elle est très sujette à être facilement manipulée. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un homme à côté d'elle. Bien, elle a besoin d'un homme sensé et un homme droit et juste, et etc. Puis en ce moment, il y en a peu d'hommes comme ça aussi, puis elle est là, la crise. Mais en fait, elle a besoin d'un homme qui va comprendre son rôle. Oui. Son rôle biblique, je dirais. Oui. Puis qui va faire, puis qui va vivre selon ce rôle-là. Mais comme tu dis, aujourd'hui, on n'en a plus de modèle. Quand ton modèle, c'est... Puis là, je vais te nommer des gens parce que je ne suis pas vraiment de la musique pop, mais quand ton modèle, c'est Kanye West, puis Jay-Z, puis tous ces gens-là, puis des Britney Spears, puis des Madonna, puis ça, c'est le modèle qu'on donne à nos jeunes, puis qu'on laisse nos jeunes regarder. Ouais. Puis un bon père de famille qui va prendre ses responsabilités, puis une maman qui va faire l'école à la maison, puis qui va prendre soin de ses enfants, puis qui va être présente pour ses enfants. Ça, c'est rendu un modèle perverti. Puis le modèle qu'on met devant les jeunes ou devant notre société, ce sont des modèles dont je t'ai mentionné les noms. Ouais. Puis là, ça crée ce basculement-là de valeurs dans notre société, où ces jeunes-là pensent que c'est ça les vraies valeurs. Mais si on pouvait juste avoir une société qui est en amour avec Dieu, qui ramène justement Dieu au centre du foyer, au centre de la société, au centre du gouvernement, au centre de ce qu'on fait, peut-être que là, on verrait vraiment un basculement, revenir vers des valeurs qui sont un peu plus chrétiennes. Oui, puis je pense que dans toutes, tu sais, je veux dire, nos imperfections en tant qu'humains qui essayent tu sais, je dis ça parce que là, je trouve que j'en ai eu beaucoup ce soir d'imperfections. Non, t'es trop dur avec toi. Non, mais j'espère qu'on ressent, tu sais, c'est parce qu'il y a une grande joie de vivre. C'est important de retémoigner une grande joie de vivre. Je pense que, tu sais, la société, la culture, parce que oui, Dieu doit revenir, puis Dieu je veux dire, le Christ nous dit d'être heureux et d'être dans la paix du Christ. Et tu sais, je veux dire, je pense que c'est très important d'assumer d'être à contre-courant. C'est très important de dire, ben moi,
toi, tu veux défendre le droit à l'avortement. Tu sais, les gens sont libres. Et en réalité, on a effectivement toutes les libertés. On va se faire... Mais on a la liberté d'être... Tu sais, je veux dire, même à tout petit, on a la liberté de choisir le bien et le mal. Tu sais, c'est réel. On a la liberté de... Et il faut s'assumer, c'est libérateur. Moi, je suis peut-être pas plus claire ce soir, mais je suis plus heureuse que je l'étais avant. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été merci. avec nous ce soir. Ça a été parfait. Merci. 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 Vous savez, quand on évoque comme ça des problèmes de société ou des maux de société, souvent, lorsque je relis dans le chat, je vois souvent vous êtes tellement rabat-joie ou négatif. Mais vous savez, on finit toujours avec un mot d'espoir. C'est parce que vous ne saisissez pas le mot d'espoir. Parce que oui, il y a du négativisme autour de nous. Oui, le monde va de mal en pis. Oui, il y a une réalité qui est présente dans notre société. Quand on voit ce qui se passe avec l'organisme Pro-Vie, puis l'annulation des chambres d'hôtel pour tous ceux et celles qui étaient rattachés à cet organisme-là, puis l'annulation du souper de la vie, il y a une réalité qui prend place dans notre société. Il y a une réalité qui est présente. Et ce n'est pas d'être rabat-joie, juste d'énumérer ce qui se passe, parce que si vous écoutez l'émission jusqu'à la fin, on finit toujours avec un message d'espoir. Vous savez, nous vivons dans une époque de paradoxe. On tue au nom de la liberté, on contrôle au nom du progrès, on efface la famille au nom de l'amour. L'enfant n'a plus de droit. La femme n'a plus de repère et l'homme n'a plus de rôle. On célèbre l'inversion des valeurs, mais on poursuit ceux qui choisissent la vie. On adule un roi, mais on renie le roi des rois. Et pourtant, une espérance subsiste, pardonnez-moi. La Bible dira dans Romains chapitre 5, le verset 20, « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et nous retrouvons également dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, le verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Dans ce chaos qui est organisé, Dieu appelle une génération lucide, enracinée et courageuse. Non pour fuir, mais pour résister. Non pour s'éteindre, mais pour éclairer. Non pour être défait, mais pour bâtir. Non pour plaire, mais pour proclamer la vérité, coûte que coûte. Car comme le dit l'Évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point étouffée. » Vous savez quoi? C'est l'heure de se lever, d'aimer avec fermeté et de défendre la vie, la famille, la foi. Ce n'est pas l'heure du repli, c'est l'heure d'un réveil. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine. Si vous désirez approfondir ce désir de donner un sens à votre vie, de découvrir cette paix, cette joie, cette liberté que nous trouvons en Jésus-Christ, il est notre espoir. Il est notre seul espoir. Si vous désirez recevoir gratuitement une Bible à votre domicile et que vous demeurez ici au Québec, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante qui est info@tovox.tv. Ce sera avec le plus grand des plaisirs que de vous faire parvenir ce livre rempli de toutes ses richesses ainsi que ses vérités. Dans Psaume 119, 105, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bonne lecture.